travaux de Copernic soient bel et bien le fruit de 500 ans de recherche menée par les astronomes musulmans. C'est pourquoi j'ai voulu exhumer ce passé pour en apprendre davantage sur ces savants et leurs théories. Mais avant de partir sur leurs traces, je dois d'abord trouver la réponse à une question fondamentale. Pourquoi ces érudits musulmans s'intéressaient tellement à l'astronomie? Voici la grande mosquée des Omeyyades de Damas, la capitale syrienne. C'est l'une des plus anciennes mosquées du monde. Ce que je m'apprête à découvrir ici est un véritable trésor. D'après le livre, il y aurait ici un cadran solaire au sommet du minaret à la russe, le minaret de la fiancée qui est là. Donc on va aller voir si c'est vrai ou pas. Je suis en compagnie du docteur Rim Turkmani, une astrophysicienne spécialiste de l'astronomie médiévale à l'Imperial College de Londres. Nous sommes à la recherche de l'un des cadrans solaires les plus précis du Moyen-Âge. Je suis d'autant plus impatient qu'il a été justement conçu par l'un des astronomes musulmans dont Copernic s'est si largement inspiré pour ses travaux, Ibn al-Shatir. D'après les autorités de la mosquée, le cadran aurait été retiré au XIXe siècle. Mais d'après les recherches du docteur Turkmani, il en existerait une réplique exacte cachée au sommet de l'un des minarets. Nous ne sommes pas sur les traces de l'Arche d'Alliance. Mais l'idée de redécouvrir un objet vieux de 150 ans est tout de même assez troublante. Vous reconnaissez quelque chose? Je vais regarder là. On va regarder ailleurs. Mesurer le temps de façon très précise est essentiel pour les musulmans. Conformément au commandement du Coran, les croyants doivent effectuer 5 prières par jour à des horaires très précis. Une au lever du soleil, puis une à la mi-journée, une dans l'après-midi, une au coucher du soleil et une dernière lorsqu'il fait nuit. Depuis la naissance de l'islam, les cadrans solaires ont donc toujours été des objets indispensables dans les mosquées. Il est là, je l'ai trouvé. C'est vrai, ça y est? Il est là, regardez. Exactement comme il est décrit dans le livre. Il était caché par le pilier. Pas étonnant qu'il ne sache pas où il était. Il est recouvert de fientes d'oiseaux. C'est plein de fientes. Oui, Tenez, super, merci. essayez avec ça. Donc on a 3 cadrans solaires. Le grand, c'est le principal, et il y a le cadran nord et le cadran sud. Il y a une ligne ici pour la Salat Ezour, la prière de la mi-journée. Et il y en a une autre pour la prière de l'après-midi. Ibn al-Shatir a calculé la position de ces lignes de façon à ce que le cadran indique l'heure exacte tout au long de l'année, même lorsque la durée des journées changeait. De cette façon, ils avaient un chronomètre. C'est très important. Donc il s'asseyait ici, il regardait l'ombre. Et quand c'était l'heure de la prière, il le signalait au muezzin pour qu'il commence son appel à la prière. La précision à la minute près du cadran solaire d'Ibn al-Shatir prouve que dans l'Empire islamique, les savants observaient les corps célestes de façon extrêmement méticuleuse. Je commence maintenant à comprendre pourquoi Copernic a pu si largement s'inspirer des travaux de ses prédécesseurs musulmans. Ils sont parvenus à établir des protocoles de mesure astronomique d'une incroyable précision. Ils ont calculé la taille de la Terre avec seulement 1% de marge d'erreur et conçu des tables trigonométriques allant jusqu'à 3 décimales.
Plus tard, je retrouve le docteur Rim Turkmani sur le mont Kasyoun, qui domine Damas, pour qu'elle me parle de l'astronome musulman qui a réalisé ces observations très précises. Je veux en savoir davantage sur l'homme à l'origine des tables astronomiques et des données auxquelles Copernic fait explicitement référence dans ses travaux Al-Battani. Al-Battani est né en 858 dans le nord de la Turquie. Observer le ciel pour obtenir les mesures astronomiques les plus précises possibles était pour lui une véritable obsession. L'histoire raconte qu'Al-Battani avait l'habitude d'observer le ciel depuis cette montagne. C'était son observatoire. À partir de 877, Al-Battani se consacre à un projet qui lui prendra plus de 40 ans. D'abord depuis son observatoire de Raqqa, puis de celui de Damas. Il va observer le ciel pour tenter de déterminer la durée exacte d'une année orbitale. Voici une copie du manuscrit original. Je vais vous montrer le chapitre qui explique comment il a procédé pour calculer la durée de l'année. C'est le chapitre 27. D'abord, il commence par citer les données obtenues par les Égyptiens et les Babyloniens, et il donne le résultat auquel ils étaient arrivés. Les prédécesseurs d'Al-Battani avaient calculé qu'une année durait 365 jours, 6 heures et un peu plus de 10 minutes. Pour affiner ce calcul, Al-Battani va certes utiliser son ingéniosité, mais aussi cet objet, une sphère armillaire. Cet appareil lui permettait de mesurer les variations de l'ombre au cours de l'année. Grâce à ces informations, il a pu déterminer le jour précis de l'année où le jour et la nuit durent exactement le même laps de temps. Autrement dit, un équinoxe. Et il a ensuite refait les mêmes mesures pendant 40 ans. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Il a ensuite consulté un manuscrit grec écrit 700 ans plus tôt et noté à quelle date précise de l'année son auteur avait lui aussi situé l'équinoxe. Il disposait ainsi de 2 données essentielles. Le nombre de jours entre les 2 observations, mais aussi le nombre d'années. Il a donc divisé le premier nombre par le second pour finalement arriver à un résultat surprenant. Une année dure 365 jours, 5 heures, 46 minutes et 24 secondes. Il a obtenu un nouveau résultat, et il n'avait que 2 minutes d'écart avec les observations modernes. 2 minutes, la durée de l'année à 2 minutes près. Tout à fait. Le plus surprenant, c'est qu'Al-Battani ait pu arriver à un résultat aussi précis alors qu'il n'avait pas de télescope. Les seuls outils dont il disposait étaient une sphère armillaire, ses yeux et un astrolabe semblable à celui-ci. On bouge le pointeur comme ça, ensuite on pointe l'Alidade vers l'étoile du Nord. Et ces petits pointeurs vont ensuite donner la position des autres étoiles et des planètes. Malgré des outils rudimentaires, on trouve dans les travaux d'Al-Battani un schéma extrêmement précis prouvant qu'il a trouvé une obliquité de la Terre inférieure à 24 degrés, c'est-à-dire environ un demi-degré de différence avec nos données modernes. Et il ne s'est pas arrêté là. Il va réussir à mesurer les variations du diamètre solaire avec une telle précision qu'il va en arriver à une étonnante conclusion. La distance que l'on appelle apogée, et qui correspond au point de l'orbite du Soleil le plus éloigné de la Terre, varie en fait d'une année sur l'autre. Les tables d'Al-Battani sur la position du Soleil et de la Lune, auxquelles Copernic fera référence quelques 600 ans plus tard, vont également définir de nouveaux standards de précision. Al-Battani et ses confrères musulmans étaient donc bel et bien d'excellents observateurs. Et après, me direz-vous? Eh bien, leurs observations vont peu à peu les mener à se demander si la théorie des érudits grecs qui prévaut à l'époque, selon laquelle tous les astres tournent autour de la Terre, ne devrait finalement pas être remise en question. Ce postulat scientifique, communément admis depuis plus de 700 ans, se base principalement sur les travaux de l'un des plus grands astronomes de la Grèce antique. Claudius Ptolémaeus, ou Ptolémée, était un astronome grec qui vivait à Alexandrie au IIe siècle. Il a écrit l'un des textes les plus importants de l'astronomie, l'Almageste, un ouvrage qui reprend toutes les connaissances des savants grecs de l'époque sur le monde céleste.
Ptolémée croyait que le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles étaient placés sur des sphères de cristal qui tournaient autour de la Terre. La Lune était sur la sphère la plus proche de la Terre, puis venait celle du Soleil et des autres planètes. Et enfin, il y avait une dernière sphère sur l'extérieur où l'on trouvait toute une série d'étoiles. Nous, les êtres humains, étions donc au centre de l'univers, et tous les astres étaient en rotation autour de la Terre. Mais Ptolémée va lui-même se rendre compte que cette vision mathématiquement idéalisée d'un univers organisé en sphères parfaitement concentriques n'est pas sans poser quelques problèmes. Notamment en ce qui concerne le mouvement circulaire des planètes. Lorsqu'elles bougent dans le ciel étoilé, leur vitesse est irrégulière. Elles apparaissent plus ou moins grosses et font même parfois un tour sur elles-mêmes. Ptolémée va tenter de justifier ce phénomène en expliquant que les planètes sont en fait installées sur des petites sphères appelées épicycles qui elles-mêmes tournent le long d'une plus grosse sphère, appelée le déférent. Selon lui, c'est ce qui explique pourquoi on a l'impression qu'elles changent de taille, mais aussi qu'elles changent parfois de direction. Malheureusement, cette théorie n'est pas totalement convaincante. Elle ne suffit pas à expliquer pourquoi le mouvement des planètes semble parfois plus ou moins rapide. Pour se dépêtrer de ce problème, Ptolémée va modifier son modèle du monde en ne centrant plus le déférent sur la Terre et en le faisant tourner autour d'un point excentré dans l'espace, l'équant. Mais les travaux des astronomes tels que Al-Battani allaient mettre en évidence les limites de la théorie de Ptolémée. Leurs observations méticuleuses suggèrent que même s'il existe bel et bien des déférents et un équant, le mouvement des astres ne correspond pas à cette vision de l'univers. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un astronome vivant à Bagdad et que vous vous retrouviez face à de tels résultats? La première chose que vous vous diriez, c'est « la théorie grecque n'est pas aussi infaillible qu'on le prétend ».